Je vous présente aujourd'hui notre 572e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer ce blog avec la disparition de votre frère d'armes, votre grand ami de toujours, Roger Olindre. Vous vouliez dire un mot à son sujet? Oui, frère d'armes, frère d'esprit, de cœur, de conviction. Roger était un personnage et sa disparition marquera le camp national, je crois, d'une façon très spectaculaire. Parce que Roger était un spectacle à lui tout seul. C'est un Corse parachutiste, récidiviste, si j'ose dire, député du Front National, président du CNC, le Cercle National des Combattants, et ami de tous les combats politiques nationaux qu'il a assumés avec courage, avec un talent d'orateur populaire et un peu truculent quelquefois, mais qui faisait son charme et son audience. Nous accompagnerons Roger demain, le cœur un peu serré, mais la tête haute. Oui, je rappelle, à 14 h, ce jeudi, donc Roger Olindre aura sa messe de funérailles à 14 h à l'église Saint-Roch à Paris, dans le 1er arrondissement. Et cette messe sera célébrée donc par le père Argouache. Merci infiniment, cher président. Alors, nous allons revenir sur l'actualité. Que vous a inspiré le rejet d'une proposition de loi portant à 12 jours le congé parental après le décès d'un enfant? Même Emmanuel Macron a appelé le gouvernement à plus d'humanité. Et vous, président? Je dois dire que la perte d'un enfant est un drame familial, personnel. Ce n'est pas un objet de débat public. Et la dimension médiatique qui est donnée à cet événement, qui en est en fait en quelque sorte un conflit politique de grande dimension, me paraît tout à fait décadente. D'autant que je pense que je ne suis pas sûr que l'allongement d'un congé soit de nature à, comment dirais-je, rassurer et participer au deuil des parents qui ont perdu leur enfant. Je crois même que le travail est probablement pour eux la meilleure manière d'oublier ce chagrin, en tous les cas de ne pas le rendre obsédant. Cela étant, je laisse l'Assemblée prendre ses responsabilités, mais il me paraît qu'il y a d'autres sujets aussi graves, en tous les cas, dont pourrait s'occuper le Parlement, dont on note d'ailleurs que sur 577 députés, il y en avait 80 en séance. Pour traiter de ce problème qui est en train de mobiliser toutes les forces médiatiques françaises. Et d'éviter de se concentrer sur d'autres sujets bien plus importants. Alors, en plus, dans l'actualité, il y a l'affaire Mila. Vous savez, cette adolescente menacée de mort en raison de ses critiques sur l'islam à travers les réseaux sociaux, Facebook notamment. Dans un pays où les attaques antichrétiennes sont quotidiennes, peut-on, selon vous, parler de blasphème à deux vitesses ? Sûrement, mais cette affaire qui est en elle-même relative, qui touche au départ à un conflit entre une jeune fille et des gens qui l'insultaient ou l'agressaient, révèle tout de même un phénomène qui est en cours de développement, qui est l'abaissement des défenses nationales en face de l'islam. Beaucoup de gens, par complaisance, pour éviter le conflit, par souci de pacification civique, reculent et prennent des positions qui ne sont pas celles du courage ni de l'intelligence. Et cela, je pense que ça n'est qu'un signe, entre d'autres. Bon, Mila a été certes grossière dans son expression, mais c'est la tradition dans ce genre de médias. Par conséquent, il n'y a pas de quoi sans doute scandaliser ces agresseurs, ni non plus le procureur de la République qui me semble s'être pris les pieds dans le tapis à plusieurs reprises dans ce domaine, non seulement lui, mais aussi le gouvernement, l'Assemblée nationale. Enfin, c'est un fiasco
général, révélateur de l'état de décomposition structurelle de ce pays. Oui, en revanche, Président, lorsqu'un chroniqueur d'une radio publique, France Inter, entre autres, s'était mis à chanter une chanson particulièrement ignoble au sujet de Jésus-Christ, ça n'a choqué personne. Mais bien sûr, mais c'est certain que les agressions contre les édifices religieux catholiques, chrétiens, oui, est sans comparaison avec ceux qui agressent, qui sont agressif à l'égard de l'islam, mais l'islam représente une puissance agressive avec laquelle on essaye de trouver des moyens de composition. Bien, alors depuis la semaine dernière, l'Union européenne s'est rétrécie. Le Brexit s'applique enfin, avec un rapport de force qui se dessine sur le sujet difficile, entre autres, des zones de pêche. Avez-vous un regard breton à ce sujet? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que j'ai été pêcheur breton et par conséquent, nous partagions avec les Britanniques un certain nombre de lieux de pêche, c'est quelquefois eux, chez nous, et quelquefois nous chez eux. Mais ça, c'est un problème qui peut se régler par des négociations bilatérales entre notamment la France et les îles britanniques. Donc il y a encore un sujet qui est à inventer pour alimenter le débat permanent dont ont besoin les médias pour survivre. Et pour dénigrer ce fameux Brexit. Voilà. Alors, le sport français n'est pas épargné par les scandales liés aux présumées violences sexuelles. Comment interprétez-vous ces révélations en série qui visiblement touchent tous les milieux et tous les milieux sportifs? Je crois qu'il y a des effets de mode. Mais là encore, je suis un petit peu surpris de voir des gens se révéler les agressions dont ils ont été l'objet il y a 30 ans, oui, et non pas au moment où elles ont eu lieu et elles auraient pu être sanctionnées comme elles le méritent. Mais c'est ainsi, c'est la mode. Alors on va avoir comme ça des séries de déclarations, mais ça ne touchera pas seulement les milieux du sport, ça touchera les milieux de la boucherie chevaline ou du roman de policier, bref. Chacun se trouvera l'occasion, d'autant que les faits dont il est, dont il est parlé ne sont pas extraordinaires. Paraît-il, l'une de ces agressions aurait consisté dans le fait qu'un monsieur se serait frotté contre une dame. Oui, alors là, évidemment, tant qu'on n'aura pas d'autres sujets de conflit, les choses n'iront pas trop mal. Alors, les tweets de ces températures étrangement douces en France durant ce mois de février, avec des pointes à 25 degrés dans le sud, dans le sud-ouest notamment. Quid aussi de ce... Donc, est-ce bien le réchauffement climatique Non, mais ces choses-là sont banales. Contrairement à ce qu'on dit, si on se reporte 10, 20, 30 ou 40 ans en arrière, on s'aperçoit qu'il y a déjà eu des phénomènes aberrants de température, soit l'hiver, soit l'été. Bon, je rappelle d'ailleurs qu'il y a les seins de glace sont au mois de mai. Bon, et que, en l'occurrence, ceci ne doit pas nous inquiéter. Je rappelle aussi le proverbe Pâques, Noël au balcon, Pâques au tison. C'est donc un phénomène qui n'est pas extraordinaire, qu'on passe Noël au balcon ou même le mois de février ou de janvier. Ça n'a rien à voir avec, je crois, le réchauffement climatique. Et si ça en a, en tous les cas, nous n'avons aucun moyen d'agir sur ce réchauffement climatique. Nous avons un moyen d'agir, en revanche, sur la lutte contre la pollution. Là, l'origine humaine est évidente, et par conséquent, de l'activité humaine est évidente, et par conséquent, il est possible, je pense, et il sera nécessaire, de lutter en particulier contre l'utilisation générale du plastique, des emballages plastiques, qui sont l'un des éléments principaux de la pollution. Mais bien sûr, pour le reste, c'est probablement Monsieur le Soleil qui est responsable des écarts de température qui sont pris en compte notamment par les médias, parce qu'une grande partie des problèmes qui nous agitent aujourd'hui auraient été il y a 30 ans ou 40 ans parfaitement inconnus, puis ne seraient pas arrivés à l'oreille des citoyens.
Bon, alors, avez-vous quelques lectures aujourd'hui, cher Président? Quelques lectures, j'en ai sélectionné quelques-uns parmi les nombreux livres que je reçois. Et d'abord, un livre de Christophe Bilan, qui a été président de Sens Commun, vous savez, oui. Et qui s'appelle L'honneur perdu de la droite, et qui est intéressant sur la décomposition de cette force politique et les espérances qu'elle peut susciter, en particulier chez les nationaux, de récupérer une grande partie de leurs électeurs. L'autre, c'est L'homme qui voulait être roi. Ça, c'est un livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui dénonce la dictature de Gaston Flosse sur la Polynésie française. Et Gaston Flosse, qui était un ami intime de Jacques Chirac, l'un poussant l'autre, n'est pas étonnant qu'on ait basculé dans l'excès. Et enfin, un livre qui me touche beaucoup parce qu'il est consacré sous le titre révélateur « Louis Martin, parcours d'un seigneur ». Et j'ai eu la chance à la Légion étrangère, aux parachutistes de la Légion, d'avoir deux commandants de compagnie qui sont devenus célèbres. L'un était Benoît de Saint-Marc, en Indochine, et l'autre, Loulou Martin, car c'est ainsi qu'il était connu dans l'armée, à Suez et en Algérie. Le Loup est un personnage remarquable, discret, souriant, et un combattant d'élite qui a été, je crois, honoré comme tel et qui aurait pu l'être encore plus si on avait été véritablement juste. Loulou Martin, pour lequel j'ai toujours un coup de cœur, de fidélité. Bien, honneur, fidélité. Et d'ailleurs, nous allons clore par un joli hommage à votre ami Roger Olindre. Et on se retrouve, quoi qu'il arrive, la semaine prochaine. Et d'abord demain. Et demain. Au revoir, Président. Au revoir. J'avais un camarade de meilleur, il n'en est pas. Dans la paix, dans la guerre, nous allions comme deux frères, marchant d'un même pas, marchant d'un même pas. Mais une balle si